Bien. C'est gentil pour moi en tout cas. Alors chapitre 6, donc qui est plutôt dans la partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la partie chimie de votre livre, mais qui en réalité est plutôt un chapitre de physique. Puisque la radioactivité, ce qui se passe dans le noyau, ça concerne plutôt des forces, des interactions sont physiques. Alors le titre est très long. Évolution d'un système, bon, un système qui évolue, d'accord, siège d'une transformation nucléaire. Donc l'année dernière, vous avez en première, normalement, vu la fission et la fusion nucléaire, qui sont des transformations nucléaires, mais qui se produisent dans des conditions particulières. La fusion, deux noyaux petits qui se regroupent pour former un plus gros noyau, c'est ce qui se produit dans les étoiles, par exemple. Il faut donc des conditions de température et de pression qu'on ne retrouve pas naturellement sur Terre. Donc on n'observe pas de manière naturelle, spontanément, la fusion, en tout cas sur Terre. La fission, vous avez vu la fission qu'on peut obtenir dans une centrale avec l'uranium par exemple. Lorsqu'on envoie un ou plusieurs neutrons sur un noyau qui est trop gros, il peut se casser en deux. Mais là, une fois de plus, on est dans un cas où on provoque la chose, parce qu'on envoie un neutron sur le gros noyau. Ça, c'est ce que vous avez vu l'année dernière. Donc là, on va voir ce qu'on appelle la désintégration radioactive, donc là, le grand 1, qui, elle, se produit toute seule pour tous les noyaux qui sont instables. Et il y en a beaucoup, des noyaux instables. Donc, la désintégration radioactive. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a environ 8000 par seconde qui se produisent dans votre corps. Et on voit les trois types de désintégration radioactive. Alors, comme on a vu, en fait, il y en a 4 avec la fission spontanée, mais qui n'est pas au programme. Donc, on voit les radioactivités, β-, β+, et alpha. Donc, radioactivité alpha, β-, β+. On va essayer de résumer un petit peu ce qu'on a vu dans l'activité. Si on prend la radioactivité alpha, on part d'un noyau pair avec un nombre de masse et un nombre de charges. On obtient un noyau fils. Mais attention, quand vous êtes dans le concret, c'est-à-dire quand il va falloir trouver le symbole de Y, donc carbone, azote ou autre, il faudra l'écrire après. Il faudra d'abord écrire les nombres de masse et nombre de charges, et avec le nombre de charges, vous trouvez quel est le symbole du noyau fils. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que si c'est une désintégration alpha, et ben on obtient un noyau d'hélium avec 4 pour le nombre de masse, 4 nucléons, et 2 pour le nombre de charges, 2 protons. Et du coup, forcément, ici, on a, pour que ce soit équilibré, 1-4, parce que A est égal à 1-4 plus 4, et ici, on a Z-2, parce que Z est égal à Z-2 plus 2. Et c'est grâce à ce Z-2 qu'on trouve à quoi ressemble le Y. Est-ce que c'est du soufre, est-ce que c'est du carbone, est-ce que c'est de l'azote, etc. Donc c'est l'erreur qu'on peut voir le plus souvent, donc attention à ça. C'est une fois qu'on a trouvé ça, qu'on met le symbole. Donc là aujourd'hui, comme vous ne saviez pas trop, beaucoup sont partis du carbone et ont instinctivement écrit carbone ici. Bah non, ce sera plus du carbone puisque le nombre de protons change. Enfin, j'ai parlé du carbone, mais c'était pour β+, β- carbone. Là c'est alpha et le carbone n'est pas concerné. X, A, Z
quand on a une désintégration bêta plus, eh ben, on doit se rappeler que bêta plus va provoquer un positon. Le positon, il n'a pas de nucléon, donc on met 0 en haut. Par contre, il a une charge positive. Donc on met un 1 en bas. Il donne un noyau fils. Et ben, comme il y a 0 en nombre de masse, et ben, A est égal à A plus 0. Donc le nombre de masse ne change pas. Par contre, le nombre de protons change. Alors vous ne vous trompez pas dans le sens, des fois, peut-être que vous allez un peu vite. N'oubliez pas, on part d'ici, Z, on doit avoir quelque chose qui est égal à Z. Et on a plus 1. Donc il faut mettre Z moins 1. Z moins 1 plus 1, ça fait Z. Là, je suis un peu en CP, mais des fois, en allant trop vite, on se trompe. C'est peut-être ça qui vous induit en erreur. Bêta plus, ça fait Z moins 1. Et bêta moins, ça va faire Z plus 1. Donc bêta moins, X à Z, toujours la même chose. On obtient un noyau fixe. Et on sait qu'on l'obtient parce qu'il y a une particule qui va être émise, qui est l'électron, qu'on appelle bêta moins aussi, et qui a donc une charge négative. Donc on a le droit de marquer dans les numéros, dans le nombre de charges, moins 1. Ça ne veut pas dire qu'il a moins 1 proton, ça veut dire qu'il a une charge négative. On obtient un noyau fils en faisant A et ici, forcément Z plus 1. Donc Z plus 1 moins 1, ça devient Z. Donc vous voyez, les équations que vous aurez écrites sont vraiment très simples. Pas de calcul compliqué. Donc une fois qu'on a compris le principe, ça va tout seul. Je précise juste, j'espère que vous avez un peu de place à droite, que ici, vous l'avez deviné, mais il s'agit d'un noyau d'hélium. Ici, il s'agit d'un positon. Et ici, il s'agit d'un électron. Il est tout seul. Et il y a quelque chose qu'on ne représente pas dans ces équations, mais qui existe, qui est émis. Est-ce que vous savez ce que c'est? On n'en a pas parlé du tout. Oui? Le rayonnement gamma, exactement. C'est-à-dire que lorsqu'on a une désintégration, le noyau fils, là, Y, à chaque fois, en fait, il a beaucoup d'énergie. Et pour libérer cette énergie, il envoie un photon. Mais le photon qu'il va envoyer, ça ne va pas être un photon de lumière comme celui qu'on reçoit en ce moment, qui a une énergie relativement faible. Mais c'est ce qu'on appelle un rayonnement gamma, donc c'est bien un photon, mais avec une énergie qui est énorme. Elle est tellement grande qu'elle peut transpercer, qu'elle transperce votre corps, et en passant à travers votre corps, elle peut, au niveau des noyaux des cellules, couper le brin d'ADN. Alors après, c'est de la SVT, je ne vais peut-être pas rentrer loin dans ces histoires, mais forcément, quand ça coupe le brin d'ADN, il doit y avoir j'ai plus le vocabulaire, vous l'avez peut-être en SVT, retranscription, enfin une correction en tout cas pour refaire le brin d'ADN correctement. Et du coup, c'est là qu'il peut y avoir des erreurs. Et une erreur, ça va faire une cellule qui n'est pas viable et qui peut éventuellement aboutir, alors, dans le cas particulier, à une cellule cancéreuse. Donc il faut essayer d'éviter de se faire trop bombarder par le rayonnement gamma. Et vous l'avez compris, vous vous faites déjà forcément un peu bombarder, parce que dans votre corps, il y a déjà des noyaux radioactifs. Mais en fait, 9000 ou 8000 désintégrations par seconde, c'est ce que provoque votre corps, c'est faible par rapport à ce qu'on peut avoir à d'autres endroits qui sont hautement radioactifs. Donc on va préciser cette histoire de rayonnement gamma. Vous notez, lors des désintégrations, un rayonnement gamma on le représente comme ça, c'est comme le symbole du site d'action, est généralement émis. Alors, il n'est souvent pas indiqué dans l'équation. Je me lâche. Bon. Est-ce que vous avez une idée de
pourquoi il n'est pas indiqué dans l'équation. Pourquoi on ne le met pas? À votre avis, quel est le nombre de masses du rayonnement gamma? Nombre de nucléons. Combien de nucléons dans un photon? Question piège, hein? Je vais la faire en tant que jury au grand oral, celle-là. Combien de nucléons dans un photon? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Combien de charges dans un photon? Positif, négatif, neutre? Neutre. Donc en fait, si on écrit le symbole du rayonnement gamma, si je l'ajoute dans l'équation, c'est 0, 0. Donc en fait, je pourrais ajouter ici gamma 0, 0, gamma 0, 0, gamma 0, 0. Mais évidemment, ça ne change strictement rien à l'équilibre de l'équation, étant donné que c'est 0 pour le nombre de masse et 0 pour le nombre de charges. Donc c'est pour ça que souvent il n'est pas mis dans l'équation, puisqu'il ne change rien au reste de l'équation. Mais il part avec une très grande énergie, on a dit tout à l'heure. Alors vous n'êtes pas obligé de le noter, mais à titre d'exemple, l'énergie d'un rayonnement gamma, c'est environ 3 millions de fois supérieure à un photon de lumière. En fait, sa fréquence qui est beaucoup plus élevée, qui fait que le photon a beaucoup plus d'énergie, 3 millions de fois plus que ceux qui nous éclairent, et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus pénétrant. Vous le savez déjà, les rayonnements ultraviolets, qui ont un peu plus d'énergie que la lumière visible, pénètrent un peu plus dans votre peau et peuvent être nocifs, certains, ça dépend lesquels, mais sont tous plus ou moins nocifs pour votre peau. Le rayonnement gamma, lui, il ne fait pas que pénétrer dans la peau, il vous transperce complètement. Et c'est pour ça que dans les centrales nucléaires, pour se protéger des rayonnements gamma, il y a soit des murs de plomb qui sont situés à certains endroits pour éviter que les rayonnements sortent, et très souvent, l'ensemble est rempli dans de l'eau, parce qu'une certaine épaisseur d'eau empêche les rayonnements gamma de sortir. Donc c'est pas une piscine pour aller nager à la pause entre midi et 2 qu'il y a à la centrale nucléaire, mais c'est bien pour empêcher les rayonnements gamma de sortir, en plus du mur de plomb qu'il va y avoir autour du siège où se passe la réaction de fission nucléaire. C'est bon pour ça, cette partie-là? Bon, c'est pas trop dur, hein. Faut juste maîtriser les équations. On passe à la datation, ce qui est un petit peu... non, pas la datation tout de suite, pardon. Au diagramme, ce qu'on a vu dans la vidéo, avec la valide stabilité. Diagramme NZ. Donc, par exemple, il y en a un, page 116 de votre livre. Donc, N, c'est le nombre de nucléons, Z, c'est le nombre de protons. Donc, ce diagramme, on l'a vu tout à l'heure en vidéo, on le voit aussi dans votre livre, page 116. Vous avez le nombre de protons en ordonnée, le nombre de neutrons en abscisse. Et ça permet d'afficher tous les noyaux qui existent. Et en fonction de la couleur, on en déduit s'il est stable ou s'il est instable. Et quand il est instable, quel type de radioactivité il va provoquer. De quelle manière il va se désintégrer plutôt, alpha, bêta moins ou bêta plus. Donc les noyaux stables sont placés dans ce qu'on appelle la vallée de stabilité. Je ne sais même pas cette chanson tellement c'est vieux. Ah bon? Vous devez avoir votre âge, je pense. Oh là là. Bon bref. Moi je suis pas trop chanteur. C'est des bretons, je crois, plus ou moins, mais ni bretons. Donc les noyaux stables sont placés dans la vallée de stabilité.
Et en se désintégrant, les noyaux instables vont se rapprocher de la vallée de stabilité. Donc en se désintégrant, ça y est, je l'ai dans la tête maintenant. Donc il se rapproche de la stabilité, ça veut dire que quand il se désintègre, il se rapproche de cette courbe, qui n'est pas une ligne droite, hein, vous l'avez vu, qui est légèrement comme ça, de ces noyaux stables dans le diagramme NZ, pardon. À chaque désintégration, il se déplace légèrement vers cette vallée de stabilité. Donc il se rapproche de la stabilité. Mais le truc, c'est que plus ils se rapprochent de la stabilité, ça veut dire qu'ils sont moins stables, plus ils vont mettre du temps à faire la prochaine désintégration, en moyenne. Donc plus le temps de demi-vie des noyaux va être long lorsqu'ils se rapprochent de la vallée de stabilité. Alors déjà que les temps de demi-vie parfois sont très très longs, hein, en millions voire en milliards d'années pour certains, donc forcément c'est pour ça qu'il existe encore des noyaux radioactifs. Parce que on a tous plus ou moins là, 4 milliards d'années avec le Soleil, et du coup, au bout de tout ce temps, comment se fait-il qu'il y ait encore des noyaux radioactifs alors qu'en se désintégrant, ils doivent tous se rapprocher de la stabilité? Ben, vous l'aurez compris, il y en a encore parce que ça met beaucoup de temps, parce que les demi-vies sont très longues. Enfin, c'est une des premières explications. Alors on peut préciser, du coup, quand on regarde ce diagramme, dans quel cas il va se produire une désintégration β-. β-, ça va être lorsqu'un noyau possède trop de neutrons. Alors on peut réfléchir un peu pour retrouver ce résultat, mais β-, ça veut dire qu'on donne un électron à la fin, moins 1. Ça veut dire qu'en proton, il va y avoir marqué Z plus 1. Donc ça veut dire qu'on ajoute un proton. Mais comme il y a le même nombre de nucléons en haut, là il n'a pas changé, ben on a ajouté un proton, mais comme il y a toujours autant de nucléons, il y a donc un neutron de moins. Donc c'est bien quand il y a trop de neutrons, on fait β-. β+, donc ça c'est quand on regarde, c'est pas nécessaire de le noter, mais c'est à droite de la vallée. De la vallée. Fallait pas m'enfermer pendant 10 jours chez moi. β+, bah, lorsqu'un noyau possède trop de protons. Donc là, c'est qu'on est de l'autre côté, à gauche de la vallée. Vous voyez, je ne chante pas. Parce que quand on a le Covid, évidemment, on fait ces 10 jours chez soi calmement. Parce que j'ai eu le Covid pendant les vacances, du coup, moyen. Et comme j'étais qu'à contact avant, donc je ne pouvais pas bouger. Et après, j'ai fini par le Covid, à force d'être contact avec le cas contact. Et du coup, après, il fallait que je reste chez moi. Pourquoi je vous raconte ça? Ça n'a rien à voir avec la radioactivité. Donc, dernier cas, lorsqu'un noyau. Alors, à votre avis, c'est quoi pour le dernier? Lorsqu'un noyau possède trop de nucléons. Il est trop gros. Il est trop longtemps resté confiné. Si l'inspecteur regarde cette vidéo, je suis mort. En haut, donc là c'est en haut, au bout de la vallée. Regarde le graphique. Ils sont trop gros, donc c'est ceux qui ont beaucoup de nucléons. Ils sont tout au bout. Donc voilà comment on les reconnaît. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir faire, vous? Écrire les équations selon la désintégration proposée
si on vous donne un noyau, on vous dit c'est bêta plus, bêta moins ou alpha, il faut être capable de décrire l'équation et du coup de trouver le noyau fils. Et ensuite, si vous avez un noyau qui est placé dans le diagramme NZ, il est quelque part dans ce diagramme, vous devez trouver quelle désintégration il va provoquer. Enfin, quelle désintégration il va effectuer. Bêta plus, bêta moins ou alpha. Vous regardez où il est qu'il a trop de neutrons, est-ce qu'il a trop de protons, ou est-ce qu'il a trop de nucléons. Et en fonction de ça, vous en déduisez bêta moins, bêta plus ou alpha. Ok? Il me reste un tout petit peu de temps pour commencer le grand 2. Allez, pas beaucoup de temps quand même. On va écrire le grand 2 déjà. Je pense qu'on va arrêter là. Donc la loi de décroissance radioactive. Donc c'est ce que vous avez vu dans l'activité 2. Et ce qu'on écrira dans ce cours-là, on écrira jeudi. Ça correspond tout à fait à ce que vous avez fait dans l'activité 2. Hein. C'est la relation entre l'activité d'un échantillon, donc le fait qu'il se produit des désintégrations par seconde, le temps qui s'écoule et la constante lambda. Il faut bien avoir compris quand même quelque chose. Vous avez fait une activité avec le carbone 14, vous avez calculé le lambda, donc vous auriez pu le calculer, et c'est le lambda pour le carbone 14. Si vous avez pris le carbone 15, c'est pas la même valeur. Chaque noyau instable a son temps de demi-vie et sa constante lambda. Oui. Mais comment ils ont calculé le temps de la demi-vie au préalable? Eh ben, ça peut, selon moi, selon mes connaissances, ça ne peut pas se deviner théoriquement et ça se constate. Donc il faut avoir plusieurs noyaux de carbone 14 et voir en combien de temps il y a une certaine quantité qui sont désintégrés. Alors il y a peut-être un modèle théorique qui permet d'estimer ce temps de demi-vie par rapport à certains critères physiques, mais je ne le connais pas. Moi, je sais pas. Je vais éteindre là avant de dire trop de bêtises.